Bienvenue dans Big Boss. Chez vous, c'est peut-être l'heure de l'apéro. Ça tombe bien, parce que notre invité aujourd'hui, il nous emmène dans le monde de la brasserie, Paul. Exact, Marie-Noël. C'est Olivier de Brouwer qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Big Boss. Vous êtes l'un des deux patrons, l'un des deux Big Boss, je ne sais pas si vous vous considérez déjà comme ça, de Beer Project, plus exactement Brussels Beer Project. Une brasserie qui fait ses 5 ans. Vous êtes deux effectivement fondateurs. On se définit plutôt comme fondateur que boss ou big. Par l'aspect physique, en tout cas, on ne se définit pas comme ça dans l'équipe. Ouais. On a effectivement une équipe assez plate, une hiérarchie assez plate. Ouais. Et on a fondé ça à deux avec Sébastien Morvan il y a effectivement un peu plus de 5 ans. Une histoire qui est née au Canada. Voilà, une histoire qui est née au Canada avec un breton, un nord finistérien. Donc pour ma part, je suis bruxellois, j'ai grandi une bonne partie de ma vie, mais on s'est rencontrés dans le cadre des échanges universitaires à la Queen's University au milieu du froid canadien. Et on s'est rencontrés dans un cours d'entrepreneuriat. Et donc de là est née à la fois une amitié, une volonté de créer quelque chose ensemble, qui a pris un petit peu de temps à se concrétiser. Mais au moment où Sébastien est au Brésil et que moi j'attendais mon premier enfant, on s'est dit c'est le bon moment. Là on est en 2013 à peu près. On est en 2012, juin 2012, et ça nous a pris plus ou moins une année effectivement pour tout mettre en place, se former aussi beaucoup au monde de la bière, au brassage, au monde entrepreneurial, puisqu'on n'avait pas d'expérience entrepreneuriale avant, et puis de tester en fait, goûter beaucoup évidemment, et puis beaucoup s'amuser aussi pendant cette période. Et puis on signalera que vous avez 68 ans à vous deux, 34 ans tous les deux. Voilà, c'est ça. 20 ans pour ma part, 48 pour mon associé. Donc on est effectivement les deux plus âgés de l'équipe, à 34 ans. On a une équipe assez jeune, on a une vingtaine de personnes aujourd'hui, donc une équipe assez cosmopolite aussi, puisqu'on a des Américains, des Anglais, On va le découvrir dans un instant. Ah ben voilà. Mais pour mieux faire connaissance avec vous, on a une petite séquence qui s'appelle « Dans le bureau du boss ». Alors on va tout de suite s'y plonger, on en parle juste après. Bienvenue dans le bureau du Big Boss de Brussels Beer Project. Enfin, bureau pas vraiment, puisque Olivier de Brouwer travaille dans un open space. Du coup, son bureau, il est plutôt clean pour le moment. Alors, pas vraiment d'éléments de déco personnel dans un open space, quoique on a découvert ce petit schtroumpf, enfin plutôt ce grand schtroumpf. Est-ce que c'est celui du Big Boss ? 28 769, ça ressemble au nombre de likes, à moins que ce soit une date, un chiffre emblématique. Expliquez-nous. Bon, les derniers objets qui nous semblent incongrus dans cette pièce, c'est ceci, un drôle de bâton. À quoi ça sert ? À taper vos employés quand ils font passage ? Non, non, vous n'êtes pas comme ça. C'est quoi ce bâton ? Alors littéralement, il a failli effectivement casser une main à quelqu'un. C'est le bâton d'une piñata. Mais pour rajouter un peu de piment, pour casser les piñatas, c'était à l'occasion de nos 5 ans, on a décidé de le faire évidemment avec un bandeau sur les yeux et au milieu de la nuit. Et donc on a effectivement fini par casser la piñata après avoir et donc vous avez aussi fait souffrir un peu vos employés. Alors un autre objet, ce grand schtroumpf, alors on le revoit un petit peu, c'est un jouet de vos enfants ou c'est quoi ? C'est une mascotte ? Vous l'aviez jamais vu ? Je vais vous décevoir, j'ai aucune idée. C'est un des nombreux trucs qui traînent dans le bureau et ce qui m'horripile. C'est comme ça avec les open desk. On y dépose parfois un objet, puis après 5 ans, on ne sait plus du tout qui l'a amené et pourquoi il est là. Ouais. Tout à fait. Enfin, le troisième élément auquel on a fait allusion, c'est ce compteur. Expliquez-nous ce que c'est. C'est effectivement un compteur du nombre de personnes qui nous suivent sur Facebook. Il est à jour, là ? Il est à jour. Il se met à jour minute par minute. En tout cas, il était à jour au moment de la vidéo. Il y en a donc plus aujourd'hui ? J'espère qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui et encore après l'émission, beaucoup plus. C'est effectivement quelque chose qui est important pour nous. Brussels Beer Project, c'est beaucoup de création au niveau des recettes, beaucoup de bières éphémères, et puis c'est toute une partie très collaborative où on implique les gens dans le financement de la bière, dans le choix, mais aussi forcément dans la communication quotidienne du projet. Et donc Facebook est une des manières pour nous les réseaux sociaux, c'est important pour pouvoir s'étendre. Alors votre brasserie, elle est installée rue d'Ansart, alors dans le centre-ville, en plein cœur de la ville, ce qui n'est pas forcément évident pour une brasserie. Vous avez actuellement 5 brasseurs qui travaillent pour vous. Ils produisent vos bières artisanales. Vous l'avez dit tout à l'heure, en tout, c'est une équipe de 20 personnes qui est autour de Brussels Beer Project. Plongée, visite guidée avec les images de Morgan Van Obroek. Un baffle trône au milieu des fûts. Dans la brasserie de Brussels Beer Project, on travaille en musique. Contrôle de la fermentation, vérification de la température de l'eau, stérilisation du matériel.
Sam Fleet va tester sa nouvelle invention. La Wild Child, l'enfant sauvage, la bière du mois de décembre, créée en partenariat avec un brasseur écossais, elle est à base de chardon et de bruyère. Good. Elle est bonne? C'est bon. Bon, maintenant c'est complètement plat, parce que nous y mettons du sucre, c'est ce qui se passe dans la salle chaude de la brasserie. Nous ajoutons du sucre et nous refermentons. Cela prend 2 semaines pour refermenter, donc maintenant c'est plat. Ici, tout le monde se parle en anglais. So now it's good. Yeah. Pas moins de 5 nationalités se côtoient, avec des Bruxellois, des Anglais, des Américains, des Français et des Portugais comme David, occupés ici à préparer le malt pour le brassin de demain. Pour ce brassin, nous utilisons environ 200 kg de malt pour produire 1000 litres de bière. 20% de la production de Brussels Beer Project est dédiée aux bières éphémères et brassées ici, dans le quartier d'Ansart. Faute de place, le reste de la production, consacrée aux bières permanentes, est brassée pour l'instant chez un partenaire, une brasserie du Limbourg. La meilleure vente, c'est la Delta, la première bière de l'entreprise depuis 2013. C'est 40% de nos ventes. Puis on a la Grosse Bertha, la Jungle Joy qui prend environ 20% chaque aussi, donc c'est déjà 80%. On fait 2 400 000 bouteilles, si on accumule tout en bouteilles, donc un total de 1 million de litres. Des bières artisanales essentiellement distribuées en Belgique. 65% des ventes sont réalisées chez nous. Et pour les booster aussi à l'étranger, c'est à l'étage de la brasserie que cela se passe. Une équipe d'une dizaine de personnes s'occupe de la logistique, du marketing, de la communication de l'entreprise. Une équipe amenée à grandir encore. Avec la nouvelle brasserie qu'on va monter à Anderlecht, dans 2 ans, on a besoin de plus de gens. Donc dans la future, on va être 30, 35. Et pour conquérir le public, Brussels Beer Project développe des tap rooms. Un comptoir avec vue sur le travail des brasseurs, ouvert au public 3 jours par semaine. Un concept qui s'exporte. On a encore 2 bars pour le moment. On a commencé à Tokyo l'année passée. Donc Pourquoi Tokyo? Ouais, on a un bon contact avec notre exportateur Koichi. Et il a 6 bars au Japon. Ils sont aussi très fans de bière belge en général. Bien sûr, avec des étiquettes un peu plus modernes, ils sautent là-dessus. Et puis on a commencé à Paris en mars. On a fait 1200 litres avec l'ouverture. Actuellement, Brussels Beer Project est présent dans 20 pays. Objectif de la brasserie, devenir le leader européen des bières artisanales. Oula. C'est ça, fameux. Ah, c'est ce que vous avez dit en tout cas à des confrères du magazine Trends. Bon, mais c'est bien, il faut de l'ambition dans la vie. C'est trop? Honnêtement, on a envie de grandir en gardant du plaisir. On est ambitieux, on trouve ça chouette de grandir, d'avoir une équipe qui s'agrandit aussi, de pouvoir toucher un plus large public. Ceci dit, on n'est pas pressé non plus de grandir, on a envie de le faire, de s'amuser autant sur le chemin que la destination finale. Et donc pour nous, je pense que c'est important de garder un rythme de croissance raisonnable. Voilà, pour s'amuser. Et puis on n'a pas du tout l'ambition de devenir un prochain géant de la bière. On a envie de rester une brasserie bruxelloise. Voilà, qui on dit microbrasserie, mais est-ce que vous êtes encore une microbrasserie? Vous l'êtes de moins en moins en tout cas, puisque le but du jeu, en tout cas, c'est de ne plus l'être. Alors en fait, on s'est jamais défini vraiment comme microbrasserie. On s'est toujours plutôt défini comme brasserie craft, qui veut tout dire et rien dire. Craft, c'est donc ce mot américain, ou en tout cas qui fait référence à beaucoup de microbrasseries ou brasseries américaines, qui est très créatif sur les recettes. Beaucoup de communication, beaucoup de modernité et de folie dans cette démarche. Et on s'est toujours plutôt défini dans cette vague-là que c'est vraiment des micro-brasseries. Brasserie artisanale, quoi. Bon, vous êtes dans une démarche d'authenticité, hein, vous cherchez à faire des produits qui n'existent pas et à avoir le plaisir de les faire, etc. Mais vous vous incrustez dans la grande distribution. Là, on cherche quand même, quand on va vers la grande distribution, deux questions. D'abord, comment on fait pour exister par rapport à les géants? On ne va pas citer, on va dire InBev, qui est évidemment le monstre d'origine belge d'ailleurs, hein, qui inonde les cafés et les rayons de ses produits. Comment on fait pour exister? Et puis par ailleurs, est-ce qu'on a besoin de la grande surface absolument pour grandir? C'est pour vendre plus? Ouais, alors sur la première question, on a eu quelque part un petit coup de pouce ou de chance. C'est-à-dire que quand on a lancé en juin 2013 Brussels Beer Project, on arrivait avec ce principe de laisser les gens choisir parmi 4 prototypes, alpha, bêta, gamma, delta. Et donc on a eu la chance d'avoir une visibilité très importante, que ce soit au niveau des médias, des réseaux sociaux, et donc ça a créé un buzz.
et donc une envie aussi des consommateurs d'acheter la bière. Et donc, ça a été plus facile, quelque part, d'avoir un accord avec Delhaize, qui était le tout premier à nous soutenir dans cette démarche. Et ça fait de manière très naturelle et peut-être un peu chanceuse aussi, c'est qu'à ce moment-là, Delhaize poussait beaucoup les produits locaux et avait peu de produits locaux à Bruxelles. Et la bière est un produit forcément phare aussi dans un supermarché. Et donc, on a eu quelque part une relation très saine. Voilà, ça s'est très très bien mis. On a toujours d'ailleurs une relation très saine avec Delhaize. Je pense que tout le monde est gagnant. Nous, on leur amène un peu de dynamisme, des chouettes produits, une chouette visibilité. Mais vous n'êtes pas que chez Delhaize, donc. Alors, on a depuis étendu, et c'est peut-être pour répondre à la deuxième question, est-ce que les supermarchés sont indispensables à la croissance ? Je pense que c'est vraiment une question de choix et de philosophie, mais je vois pas pourquoi on empêcherait certaines personnes d'acheter nos bières. Je trouve que ça n'a pas vraiment de logique. Je pense qu'on produit des bières, pourquoi ? Pour faire plaisir, pour faire découvrir. Simplement pour avoir du fun. Et pourquoi empêcher les gens d'acheter dans les supermarchés des bières ? Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Et vous n'y perdez rien, parce qu'on sait quand les producteurs locaux veulent se retrouver dans la grande distribution, ils doivent casser les prix. On n'a jamais diminué un prix, que ce soit chez Delhaize ou plus récemment Carrefour et Colruyt. Vous venez de signer avec eux. On vient de signer effectivement avec Colruyt aussi pour les deux bières phares, Delta et Grosse Bertha. Je pense que tout le monde a envie de dire, effectivement, on a envie de produire des bières de qualité, ne pas commencer à parler du prix. De toute façon, en fait, nous, c'est une condition sine qua non. On ne change pas notre prix. Un produit de qualité garde son prix, il n'y a pas de raison de diminuer son prix. Et donc, avant de passer aux chiffres, encore une question sur le personnel. On voit il y a 5 brasseurs aujourd'hui qui travaillent pour vous. Comment vous les trouvez, ces brasseurs ? Parce qu'ils viennent de Grande-Bretagne, des États-Unis. On a compris que les États-Unis, la craft beer, c'était intéressant, mais comment vous faites et pourquoi aller les chercher si loin ? Je ne sais pas comment on fait. Je pense qu'il y a un peu de chance aussi ou simplement de visibilité. On a toujours réussi à créer des annonces quand on cherchait des nouveaux brasseurs ou des Captain of Import and stuff, des Geek in Chief, des Export Shaman. On a toujours eu des titres aussi de fonctions qui soient assez attirants. Et on a essayé d'être visible avec ces annonces. Et on a toujours eu effectivement beaucoup de personnes qui ont envie de rejoindre le projet. Je pense que Brussels Beer Project, au-delà du succès naissant financier, c'est avant tout simplement de faire un bout de chemin ensemble et de fun. Et donc on attire beaucoup, je pense, la jeune génération, avec effectivement une chouette ambiance de travail. Vous leur demandez pas forcément d'avoir brassé depuis des générations ? Non, alors on a des profils très différents. Donc dans les personnes de production, on a un ingénieur brasseur bruxellois, on a effectivement un ancien bureaucrate, c'est peut-être un mauvais mot, mais qui poussait pour l'écologie, qui a fait un changement de carrière complet, donc qui a été se reformer à Édimbourg. On a un self-made brewer, donc vraiment brasseur, qui s'est formé tout seul portugais. On a un Américain qui est tatoué de partout, dont du Beer Project donc maintenant. Plus que le CV, c'est la personnalité qui vous intéresse. Voilà, je pense qu'effectivement, on est là à nouveau pour faire un chouette bout de chemin ensemble, toute l'équipe. Et donc, c'est l'idée d'avoir des gens qui correspondent bien à l'équipe. On va regarder les chiffres. Oui, qu'est-ce que ça donne tout ça dans les finances ? Un chiffre, on pourrait en sortir plusieurs évidemment, mais on regarde un peu le résultat net, c'est-à-dire finalement au bout du bout, qu'est-ce qui reste dans les caisses quand on a vendu et dépensé ce qu'il fallait en termes de charges et autres. Eh bien les 2 premières années d'existence dans le rouge, et puis après on voit que ça monte quand même assez vite. On est à 165 000 € de bénéfices nets pour 2018. Vous avez un exercice décalé à fin août, c'est pour ça qu'on a déjà le chiffre. C'est-à-dire pratiquement le double de l'année précédente. Ça marche bien. Le but, c'est de faire une croissance du bénéfice nécessairement, ou bien à un moment donné, il faudra investir, et dans ce cas-là, on peut tout à fait repasser dans le rouge. Alors, effectivement, cette phase, la phase actuelle est assez importante pour nous, dans le sens où... je pense, de manière générale, on a toujours dit qu'on ne mettait pas l'objectif financier comme premier objectif ou unique objectif de la société. On a en interne 4 objectifs pour... trouver une bonne balance entre les différents objectifs, mais ça financièrement est extrêmement important, sinon le reste forcément s'arrête. Et on est dans une phase importante où c'est important effectivement de générer pour nous un petit peu de bénéfices, puisqu'on va construire une deuxième brasserie à Anderlecht, comme Dimitri en parlait dans le reportage. On y reviendra un peu plus longuement, mais j'imagine que ça pèse dans les c'est un projet qui financièrement est forcément un gros morceau, et donc pour nous c'est important effectivement de pouvoir constituer une base solide avant cette deuxième brasserie. Ça veut dire que c'est bien parti, mais maintenant on arrive à un nouveau palier un peu critique où il ne faut pas se louper parce qu'on va partir sur les investissements plus lourds, quoi.
Ouais, notre philosophie, c'est de dire de toujours remettre en question le statu quo et puis de toujours reprendre un plus gros risque que celui qu'on a pris précédemment. Donc je pense que dans la vie d'une entreprise, je me le souhaite que chaque fois on puisse effectivement se remettre complètement à risque. Dire voilà, c'est possible qu'on perd tout, mais on a envie de progresser, on a envie de continuer. J'ai vu dans les comptes annuels qu'on retrouve des noms bien connus aussi derrière vous. Vous êtes les deux avec Sébastien Morvan qui avait lancé le business, mais maintenant il y a des actionnaires d'un type Business Angels qui sont rentrés dans la danse. Il y a Guillaume Depoche, l'ancien big boss de RTL Group. Il y a c'est un vrai big boss, un vrai big boss, un ex-vrai big boss qui donc fait le rôle d'investisseur chez vous. Il y a aussi Roland Vaxelaire, GB InnoBM, ancien patron de Carrefour Belgium. Donc c'est pas des petits profils qui viennent avec de l'argent et a priori ils ne viennent pas pour le statu quo non plus, j'imagine. Il y a des ambitions là aussi. C'est une bonne question. Donc on a effectivement avec Sébastien et deux autres brasseurs, on a 80% du capital et donc on a 3 business angels qui sont rentrés au tout début, un an après le lancement pour vraiment financer la première brasserie qui elle aussi nécessitait un petit peu d'argent. Et ils ont investi avec une démarche, d'une part, je pense, un petit peu de laboratoire, parce qu'on fait des choses qui sont un peu particulières, et donc je pense que ça les intéresse beaucoup de faire partie de cette aventure. Oui, mais ils ne sont pas là pour faire de la philanthropie non plus, hein, j'imagine. Alors la philanthropie, certainement pas, mais c'est pas du tout. C'est ça l'avantage, en tout cas, de certains business angels, c'est que je pense qu'ils sont pas là dans une démarche court terme ou même de profit uniquement. Je pense qu'ils ont plusieurs objectifs. Et donc c'est pour ça que je pense qu'on a un chouette équilibre effectivement dans l'expérience. En tout cas, en 2020, vous voyez à Anderlecht. On va voir les images du quai de Beestebroek. Vous allez nous les commenter. Qu'est-ce qu'il va y avoir à cette place-là, par exemple? Alors là, il y a des voitures. Voilà là. Ça va vite. Hein. J'espère qu'il y aura plus de. Effectivement, oh là là. Je panique. À l'état actuel. Voilà. Donc en fait, on est sur un terrain effectivement du port de Bruxelles qui est situé le long du canal, ce qui est assez rare. Donc on voit ici juste à gauche, c'est l'endroit où le canal s'élargit. Et donc c'est un terrain vague de plus ou moins 2000 m². Voilà la vue de la brasserie qui va être construite. Et donc on aura une partie qui est vraiment dédiée à la production, bien évidemment, avec la possibilité de construire un bâtiment relativement haut et donc une brasserie sur étage. Et puis de garder à côté une partie verte sur laquelle on va pouvoir accueillir pas mal de public, en tout cas l'été. Donc on est à côté de ce qu'on appelle l'autoroute cyclable le long du canal. Donc on espère avoir pas mal de passages aussi. Mais l'idée maîtresse, c'est de ne plus brasser dans le Limbourg, si je comprends bien. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, on pourra. Notre objectif, c'est de pouvoir brasser à terme là-bas plus ou moins 35 000 bouteilles par jour. Ce qui nous laisse donc aujourd'hui, on a plus ou moins 10 000. Et donc ça nous laisse effectivement une marge de croissance quand même assez forte. Et le jour où on sera à pleine capacité, voilà, ce sera un problème de luxe et on verra ce qu'on fait à ce moment-là. Investissement de. Alors. Bâtiment plus machine plus un petit fonds de roulement, on est plus ou moins 5 millions. Ok, ça va être financé comment Alors, ça va être un mix de crowdfunding, ça c'est l'idée. C'était à la base d'ailleurs. Voilà, c'était à la base. Donc on a 3300 crowdfunders aujourd'hui qui ont déjà financé la moitié de la brasserie actuelle rue Antoine Dansart. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils pourront financer la moitié de la brasserie. Oui, c'est un autre budget là maintenant. C'est un autre budget. Maintenant, voilà, on compte sur notre communauté. Je pense que ça a toujours été une chouette relation qu'on a établie avec les. Qu'est-ce qu'ils ont à y gagner? Alors, le premier crowdfunding qu'on a fait s'appelle le Beer for Life. Donc, c'est compte 180 € mis une fois dans le projet. Les gens reçoivent 12 bières chaque année, toute la vie. Et donc, c'est une relation, j'irais au-delà la relation peut-être financière où ils disent après 6-7 ans, j'ai remboursé mon investissement. C'est surtout de faire partie d'un club, d'avoir pas mal d'exclusivité. On vient de brasser par exemple une bière par et pour les crowdfunders. On la brasse samedi en brassin ouvert, donc accessible au public. Donc je pense faire partie d'une aventure, c'est je pense que ce qui intéresse beaucoup les crowdfunders au-delà de l'aspect financier. Mais ce ne sera pas suffisant. Ça ne sera pas suffisant. Aides régionales voilà. Alors il y a pas mal d'aides régionales, on est dans une zone ici, une zone de développement à Anderlecht, donc on a effectivement pas mal de subsides de la région bruxelloise. Le terrain par exemple, vous dites qu'il appartient au port, est-ce qu'il vous est cédé, vous l'avez racheté? Alors on a un bail, ce qu'on appelle un bail domanial avec le port de Bruxelles de 40 ans, donc qui laisse quand même voir pas mal de perspectives, je ne sais pas où j'en serai dans 40 ans.
Avec effectivement un budget, une location assez raisonnable pour l'emplacement. On a pas mal d'autres aides qu'on obtient de la ville de Bruxelles. Et puis évidemment pas mal d'emprunts bancaires. Et puis on va voir un petit peu où on se situe à ce moment-là. Mais il y a pas mal, par exemple, d'employés aussi qui sont intéressés de rentrer dans le capital. Les banques vous suivent ou bien c'est un peu compliqué quand on lance une start-up dans la bière, s'il vous plaît, c'est-à-dire un secteur où on peut aussi se casser la pipe. Hein. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on vous suit facilement ou est-ce qu'il faut aller les chercher Ça a été étonnamment très difficile au début. On a donc levé un petit peu d'argent auprès des banques après 1 an d'existence pour la construction de notre brasserie rue Anton Dansard. Et on pensait que ça serait les doigts dans le nez, qu'on avait un chouette projet, une chouette visibilité. Et c'était beaucoup plus compliqué que prévu. On a reçu le soutien de la KBC assez tôt dans le projet. Donc on a pu lancer le projet grâce à ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a effectivement un business qui tourne mieux. Et donc c'est plus facile aussi d'obtenir de l'argent des banques. Et où en êtes-vous? Les architectes doivent être désignés le jour de cette émission. Oui. En tout cas, ils vont vous présenter des projets. Il y en a beaucoup qui ont frappé à votre porte? Voilà, c'est un moment extrêmement excitant pour nous. C'est un terrain vague. Donc on a lancé un concours d'architectes avec le support du Bouwmeester. On a reçu 52 applications, ce qui est apparemment un record pour un concours privé de ce type. On a déjà sélectionné plus que 4 sur les 52. Et donc là, on reçoit les projets détaillé de chacun de ces 4 cabinets d'architectes. Donc on va faire effectivement le choix incessamment sous peu du projet final. Après, le chemin est encore long. Il faut évidemment obtenir les permis, construire le bâtiment, en parallèle commander les machines, installer les machines. 2020, c'est l'année de référence. Fin 2020, on espère faire le premier brassin. Très bien. Alors, on va montrer une image. Oui, une image. Une belle image d'une bouteille que vous avez brassée, d'une bière que vous avez brassée. Bon, là, pour le coup, c'est la Maori Tears, les larmes des Maoris. Ça vous a valu un bête buzz, pour le coup. Vous parliez de buzz et le marketing ne vous est pas étranger. Ici, ça s'est un peu retourné contre vous, c'est-à-dire qu'il semble que du côté des Maoris, du côté de la Nouvelle-Zélande, donc très loin de Bruxelles, on n'est pas forcément bien pris. Ça, on a trouvé l'appellation offensante. Qu'est-ce que vous, maintenant que la chose est digérée, qu'est-ce que vous en dites de cette remarque qui vous est venue par médias interposés? D'abord, c'est effectivement surprenant puisque c'est une bière qu'on a brassée il y a 3 ans, 800 bouteilles, donc un brassin extrêmement limité. Donc on l'a effectivement appelé Maori puisqu'on utilise des houblons néo-zélandais, un houblon qui s'appelle le Wakatu. Et c'est une bière qu'on a fait vieillir pendant 1 an dans des barriques, donc qui est très rare, très subtile, d'où le mot Tears. C'est vrai que c'était une surprise pour nous que 3 ans après, ça fasse un tel buzz. Et que les médias reprennent ça de manière tellement large. Il y a même des avocats néo-zélandais qui vous ont un peu menacé? Non, alors en fait c'est vraiment, nous on n'a jamais eu aucun contact avec des néo-zélandais, donc pour la petite histoire, c'est un néo-zélandais qui a bu une bière chez nous dans notre bar à Shinjuku à Tokyo, et on n'a pas beaucoup de budget pour la décoration, et donc on a nous-mêmes décoré les toilettes de ce bar, avec plein d'étiquettes, dont une étiquette de Maori Tears, donc une bière qui avait disparu depuis bien longtemps. Et il a effectivement repris ça, et puis ça s'est enflammé. Et c'est drôle de voir effectivement à quel point... Donc les Maoris ne vous ont pas réclamé des dommages et intérêts, qu'on soit clair? Non. Jamais. Non, Très bien. jamais. Ah, c'est la force c'est la force et la faiblesse du marketing des réseaux sociaux dont vous jouez, j'ai envie de dire, que vous utilisez avec vous depuis le début de ce projet, mais qui parfois... peut se retourner contre vous. Vous considérez le dossier comme clos aujourd'hui, enfin le dossier ou la polémique? Oui, tout à fait. Est-ce que vous considérez plutôt comme un brasseur ou comme un marketeur? Je reviens à une petite citation qu'on a entendue dans le portrait de l'entreprise tourné par Marie-Noël. L'un de vos collègues disait avec des étiquettes comme les nôtres, évidemment, on fait la différence, on est un peu plus moderne que les autres. Est-ce que c'est l'étiquette de la bière qui fait votre force, ou bien est-ce que c'est son goût, sa qualité? Ouais. Alors, ni l'un ni l'autre. C'est pas un et, mais c'est ni l'un ni l'autre. Pour ma part, je ne suis pas brasseur et je ne suis pas marketeur. Moi, je me définis comme un entrepreneur. Et je pense que le rôle d'un entrepreneur, c'est effectivement de donner une chouette pulsion, une chouette direction, de faire en sorte que les choses avancent. Et en l'occurrence, je pense que pour le succès de Brussels Beer Project, c'est évidemment une combinaison de plusieurs éléments. Je pense que c'est la création des bières extrêmement importante. La Delta, quand on l'a lancée il y
5 ans maintenant. C'était une des premières IPA, India Pale Ale, donc bière beaucoup plus amère, très sèche en bouche, avec des houblons très aromatiques. C'était quelque chose de complètement nouveau. On voit sur le reportage la True and False, qui est une bière blonde, fumée. Il n'y en avait pas beaucoup en Belgique non plus. Donc je pense qu'une grosse partie du succès est bien évidemment les bières et la qualité, qui est le plus gros challenge, c'est clairement de maintenir une qualité irréprochable. Et c'est évidemment aussi, au-delà des bières, c'est une communication. Je pense que les gens achètent à la fois une bière pour son goût, mais aussi parce qu'ils ont une connexion qui peut se matérialiser de plein de manières différentes, mais ils connaissent, ça les amuse, ils ont une affinité, ils aiment bien ce qu'on fait sur la Babylone à partir de pains frais invendus, ils aiment bien des choses, des collaborations qu'on fait avec des groupes de musique. Donc je pense que c'est vraiment un doux mix entre les deux. Pour conclure, où est-ce qu'on vous retrouve dans 5 ans? La fin. C'est une bonne question. J'espère toujours à tête de Brussels Beer Project et j'espère surtout continuer à avoir du fun. Je pense que ça reste quand même le plus important, c'est de s'amuser sur le chemin. Après, comme Dimitri le disait dans le reportage, c'est vrai que si on est une grosse quarantaine de personnes, une chouette équipe toujours multinationale, on arrive toujours à surprendre, on arrive à se remettre en question, je pense que je serai extrêmement heureux. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Olivier de Brouwer d'avoir été notre invité. Merci aussi à vous Paul, on clôture cette émission. Et on se retrouve dans un mois avec un nouveau Big Boss. À bientôt.